L'événement se produisit 2 jours plus tard, alors que Haven somnolait, écrasé par le soleil brûlant du mois d'août. Un temps de chien, bien que, naturellement, il n'y eut plus de chiens à Haven, sauf peut-être dans le hangar de Bobby Anderson. Gard et Bobby se trouvaient au fond de la tranchée qui atteignait maintenant 50 mètres de profondeur. La coque du vaisseau formait un des côtés de cette excavation, et l'autre côté, derrière le filet métallique qui le quadrillait, montrait une coupe du sol avec la terre, l'argile, le schiste, le granit et la roche aquifère spongieuse. Un géologue aurait adoré ça. Ils étaient vêtus de jeans et de sweatshirts. La chaleur était étouffante à la surface, mais au fond, il faisait presque froid. Gardiner avait l'impression d'être un insecte s'agitant sur le flanc d'un distributeur d'eau froide. Il portait sur la tête un casque de chantier muni d'une lampe électrique fixée par un ruban adhésif argenté. Bobby lui avait recommandé de n'utiliser la lampe que lorsque c'était indispensable, il manquait de piles, et il s'était bourré les oreilles de coton. Il utilisait un marteau-piqueur pour briser les plus gros morceaux de roche. Bobby en faisait autant à l'autre bout de la tranchée. Gardiner lui avait demandé ce matin-là pourquoi il fallait qu'il creuse à la main. Je préférais les radios explosives, ma vieille Bobby. Moins fatigant et moins douloureux pour ma cervelle, tu comprends. Bobby ne sourit pas. Il semblait qu'elle perdait son sens de l'humour au même rythme que ses cheveux. On est trop près maintenant, dit-elle. Avec des explosifs, on pourrait endommager quelque chose d'important. La trappe demanda Garde. Oui, la trappe, dit Bobby. Gardiner avait mal aux épaules, et la plaque dans sa tête le faisait aussi souffrir. C'était probablement psychique, puisque le métal lui-même ne pouvait provoquer de douleur, mais il en avait néanmoins l'impression quand il était là, en bas, et il espérait que Bobby ne tarderait pas à donner le signal de la pause déjeuner. Il laissa le marteau-piqueur grignoter son chemin en grognant vers le vaisseau, sans vraiment se soucier d'éviter la surface argentée, mais terne. Il savait pourtant qu'il lui fallait veiller à ce que le fleuret du marteau ne frappe pas trop fort le métal, s'il ne voulait pas qu'il rebondisse et lui arrache un pied. Le vaisseau se montrait aussi invulnérable aux brutales caresses du marteau-piqueur qu'il l'avait été aux explosifs que Garde et ses aides avaient utilisés. Du moins, ne risquait-il pas d'endommager leurs biens. Le marteau-piqueur toucha la surface du vaisseau, et soudain son bruit tonnant et régulier de mitraillette se transforma en cri suraigu. Garde crut voir de la fumée sortir du nuage vibrant à l'extrémité du fleuret. Il y eut un claquement. Quelque chose siffla au-dessus de sa tête. Tout était arrivé en moins d'une seconde. Il arrêta le marteau-piqueur et constata que le bout du fleuret avait disparu. Il n'en restait qu'un moignon difforme. Gardiner se retourna et vit enfoncé dans la roche le morceau de métal qui lui avait frôlé la tête. Il avait tranché net une maille du filet argenté. Ce n'est qu'alors que Garde comprit à quoi il avait échappé et que ses genoux décidèrent de se plier et de le jeter à terre. Ça m'a raté d'un putain de cheveu, sainte mère de Dieu. Il essaya d'arracher le fleuret de la roche et crut tout d'abord qu'il n'y parviendrait pas. Mais il le secoua de droite et de gauche, et le bout de métal se mit à bouger sous ses efforts. C'est comme arracher une dent d'une gencive, se dit-il, et un éclat de rire hystérique lui échappa. Il libéra le bout du fleuret. Il avait le diamètre d'une balle de 45, peut-être un peu moins. Soudain, Garde eut l'impression qu'il allait s'évanouir. Il posa un bras sur la pente couverte du filet métallique et y reposa sa tête. Il ferma les yeux et attendit que le monde parte ou revienne. Il se rendit vaguement compte que Bobby avait elle aussi arrêté son engin. Le monde commençait à revenir, et Bobby le secouait. Garde, garde, qu'est-ce qui ne va pas? Il perçut une sincère inquiétude dans sa voix. En l'entendant, il ressentit une absurde envie de pleurer. C'est qu'il était très fatigué. J'ai failli être tué par un fleuret de marteau-piqueur calibre 45 dans la tête, dit Gardiner. Ou disons 357 Magnum, plutôt. Qu'est-ce que tu racontes demanda Bobby. Gardiner lui tendit le fragment qu'il avait extrait de la paroi rocheuse. Bobby le regarda et siffla. D'où Jésus? Oh, je crois que lui et moi venons de nous rater, dit Garde. C'est la deuxième fois que j'ai failli être tué dans ce trou à rats. La première, c'est quand ton ami Anders a presque oublié de me remonter, alors que j'avais mis en place une des radios explosives. Ce n'est pas un de mes amis, dit Bobby d'un air lointain. Je l'ai toujours trouvé complètement con. Mais garde, comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que tu as touché? Oh, un rocher, bien sûr, dit Garde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à trouver ici? Et est-ce que tu étais très près du vaisseau demanda Bobby, soudain très excitée, presque fiévreuse même. Oh, oui, peut-être, mais j'ai déjà frôlé le vaisseau avec le fleuret. Il a seulement rebondi. Mais Bobby ne l'écoutait plus. À genoux contre le vaisseau, elle creusait les éboulis de ses doigts.
On aurait dit que ça fumait, se dit Gardener. C'est là, garde, enfin. Il fut à côté d'elle, avant de se rendre compte qu'elle n'avait pas parlé à haute voix. Gardener avait lu dans ses pensées. Quelque chose est là, en effet, se dit Gardener. En écartant le rocher que le marteau-piqueur de Gardener avait effrité juste avant que le fleuret explose, Bobby avait découvert, enfin, une ligne dans la coquelisse du vaisseau. Une seule ligne sur toute cette immense surface unie. En la regardant, Gardener comprit l'excitation de Bobby. Il tendit la main. « Il vaut mieux ne pas y toucher, dit-elle brutalement. Souviens-toi de ce qui est déjà arrivé. Oh, fiche-moi la paix, dit Gardener. Il repoussa la main de Bobby et toucha la rainure. Il entendit de la musique dans sa tête, mais une musique étouffée qui diminua rapidement. Il eut l'impression de sentir ses dents vibrer rapidement dans ses gencives et se dit qu'il en perdrait d'autres pendant la nuit. Mais ça n'avait pas d'importance. Il voulait toucher et il toucherait. C'était le moyen d'entrer. Jamais il n'avait été aussi près des Tommy Knockers et de leurs secrets. C'était le premier véritable signe que cette chose ridicule n'était pas d'un seul bloc. Une idée qu'il avait eue. Quelle blague cosmique cela aurait été. Toucher la rainure, c'était comme toucher une matérialisation de la lumière des étoiles. « C'est la trappe, dit Bobby. Je savais qu'elle était là. Nous y sommes arrivés, dit Garde en lui souriant. Oui, nous y sommes arrivés, répondit Bobby. Comme tu as bien fait de venir, Garde. Bobby le serra dans ses bras, et quand Gardener sentit les mouvements de méduse de sa poitrine et de son torse, une nausée monta en lui. La lumière des étoiles, les étoiles étaient peut-être en train de le toucher en ce moment même. Il camoufla immédiatement cette pensée, et il crut d'y avoir réussi, que Bobby n'en avait rien perçu. Et un pour moi, se dit-il. Quelle taille crois-tu qu'elle est demanda Garde. Oh, je ne sais pas exactement, répondit Bobby. Je pense qu'on pourra la dégager aujourd'hui. Ce serait le mieux. Le temps commence à nous manquer. Que veux-tu dire demanda Garde. L'air a changé à Haven. C'est ça qui en est responsable, dit Bobby en frappant la coque de la deuxième articulation de ses doigts, produisant un son de cloche étouffé. Oui, je sais. Et ça rend les gens malades quand ils arrivent. Tu as bien vu Anne, ajouta Bobby. Oui, répondit Garde. Elle était en partie protégée par ses dents plombées, reprit-elle. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est vrai, et ça ne l'a pas empêchée de partir très vite. Ah oui, vraiment, pensa Garde. S'il n'y avait que le fait que les gens sont empoisonnés par l'air quand ils viennent, ce serait déjà ennuyeux. Mais nous ne pouvons plus partir, Garde. Non, en fait, je crois que toi tu le pourrais, reprit-elle. Tu te sentirais un peu mal pendant quelques jours, mais tu pourrais partir. Moi, ça me tuerait, et très vite. Et autre chose, nous avons bénéficié d'une longue période de temps chaud et sans vent. Si le vent se lève et souffle suffisamment fort, il va entraîner notre micro-atmosphère vers l'océan Atlantique. Nous serons comme des poissons tropicaux quand quelqu'un débranche le chauffage de leur aquarium, et nous mourrons. Mais le temps a changé, le jour où tu es allé aux funérailles de cette femme, Bobby, dit Garde en hochant la tête. Je m'en souviens, la brise avait nettoyé l'air. C'est pour ça que j'ai trouvé si étrange que tu aies attrapé une insolation après tant de jours chauds et humides. Oui, mais les choses ont changé, reprit Bobby. L'évolution s'est accélérée. Est-ce qu'ils mourraient tous se demanda Gardener. Tous? Ou juste toi et tes amis particuliers, Bobby? Ceux qui ont besoin de mettre du fond de teint? Oh, j'entends tes doutes dans ta tête, Garde, dit Bobby d'un air mi-exaspéré, mi-amusé. Eh bien, ce dont je doute, c'est que tout cela soit vraiment en train de se passer, dit Gardener. Bon, allez, merde, creuse. Ils utilisèrent le marteau-piqueur intact à tour de rôle. Tous les quarts d'heure, celui qui l'avait manié le passait à l'autre et déblayait les pierres brisées. Vers 3 heures, cet après-midi-là, Garde avait dégagé une rainure circulaire d'environ 2 mètres de diamètre, comme un passage obturé. Et là, enfin, se trouvait un symbole. Il le regarda, émerveillé, et il fallut qu'il le touche. L'éclat de musique dans sa tête fut plus fort cette fois, comme une protestation agacée, une mise en garde agacée peut-être, le prévenant de s'éloigner de cette chose avant que sa protection ne lui soit entièrement retirée. Mais il avait eu besoin de toucher, de recevoir une confirmation. En passant les doigts sur le symbole, d'aspect presque chinois, il se dit « Une créature qui vivait sous la lueur d'un autre soleil a conçu cette marque. Mais que signifie-t-elle? Défense de passé? Nous sommes des messagers de paix? Ou bien est-ce le symbole de la peste, une version extraterrestre de « Vous qui entrez, abandonnez toute espérance ». Le symbole était gravé comme en bas-relief dans le métal du vaisseau. Le simple fait de le toucher lui fit ressentir pour la première fois une terreur superstitieuse.
Il aurait ri, 6 semaines plus tôt, si on lui avait dit qu'il se retrouverait un jour dans l'état d'esprit d'un homme des cavernes devant une éclipse de soleil, ou d'un paysan du Moyen-Âge devant l'arrivée de la comète à laquelle Halley donnerait son nom des siècles plus tard. Une créature qui vivait sous la lueur d'un autre soleil a conçu cette marque. Moi, James Eric Gardner, né à Portland, dans l'État du Maine, États-Unis d'Amérique, dans l'hémisphère nord de la Terre, je touche un symbole conçu et gravé par Dieu sait quelle sorte d'être, au-delà de la distance noire des années-lumière. Mon Dieu, je touche un esprit différent. Bien sûr, il touchait des esprits différents depuis quelque temps maintenant, mais ce n'était pas la même chose, pas du tout la même chose. Est-ce que nous allons vraiment entrer ? Il se rendit compte que son nez saignait à nouveau, mais même cela ne put le convaincre de retirer sa main du symbole. Il caressait infatigablement de la pulpe de ses doigts la surface douce et indéchiffrable. Plus précisément, tu vas essayer d'entrer. Le feras-tu alors que tu sais que ça pourrait te tuer, que ça te tuera même probablement ? Tu reçois un choc à chaque fois que tu touches cette chose. Qu'arrivera-t-il si tu es assez fou pour y rentrer ? Il enverra probablement des vibrations harmoniques dans ta foutue plaque métallique, et ta tête explosera comme un bâton de dynamite dans une courge pourrie. Tu te préoccupes terriblement de ta santé, pour un homme qui allait se suicider il n'y a pas si longtemps que ça. Tu ne trouves pas, vieux frère ? Se dit-il, en souriant involontairement. Il retira ses doigts du symbole gravé, les agitant instinctivement pour se débarrasser des fourmillements. Allez, vas-y, va jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Si tu dois partir, de toute façon, te faire vibrer le cerveau à mort dans une soucoupe volante, c'est plus exotique que beaucoup d'autres moyens. Garde rit franchement. Cela produisit un son étrange au pied de cette profonde entaille dans le sol. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» demanda calmement Bobby. « Hein ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Garde ?»« Tout, » répondit Garde en riant plus fort. « C'est autre chose. Je crois que j'ai le choix entre rire et devenir fou. Tu comprends ?» Bobby le regarda, ne comprenant pas, à l'évidence. Et Gardner se dit « Bien sûr qu'elle ne comprend pas. Bobby est engagée dans l'autre voie. Elle ne peut pas rire parce qu'elle est devenue folle. » Gardner rugit jusqu'à ce que des larmes coulent sur ses joues, et certaines étaient rouges de sang, mais il ne le remarqua pas. Bobby, si. Mais Bobby ne prit pas la peine de le lui dire. Dégager entièrement la trappe leur prit 2 heures de plus. Quand ils eurent terminé, Bobby tendit dans la direction de Gardner une main sale, bien qu'encore recouverte par endroits de fond de teint. « Quoi » demanda Gardner en la serrant. « Bah, ça y est, dit Bobby, nous avons terminé les fouilles, c'est fini, Garde. »« Ah oui ?»« Eh oui, demain on rentre, Garde. » Garde la regarda sans rien dire, il avait la bouche sèche. « Oui, continua Bobby en hochant la tête, comme si Garde lui avait posé une question. Demain, on y rentre. J'ai parfois l'impression que j'ai commencé tout ça il y a 1 million d'années, et parfois j'ai l'impression que c'était hier. J'ai trébuché dessus, je l'ai vu, et je l'ai touché, et j'ai soufflé pour enlever la poussière. C'était le début. Un doigt traîné dans la terre, et maintenant c'est la fin. Oui, mais au début, ce n'était pas la même Bobby, dit Garde. Oui, répondit Bobby d'un ton méditatif. Elle leva les yeux et Garde y vit une lueur d'humour. C'était aussi un autre Garde ? Oui, répondit-il. Je crois que tu sais que ça va probablement me tuer d'entrer là-dedans, mais je vais tout de même essayer. Oh, ça ne te tuera pas, dit-elle. Ah bon ? Mais non. Allez, partons d'ici. J'ai beaucoup de choses à faire. Je serai dans le hangar cette nuit. Elle pressa le bouton de commande du treuil, maintenant motorisé. Gardner scruta intensément Bobby, mais Bobby regardait vers le haut où le treuil se mettait à ronronner, prêt à les hisser. « J'ai construit des choses là-bas, dit Bobby d'une voix rêveuse, avec quelques autres. Nous nous sommes préparés en vue de ce qui nous attend demain. »« Ils vont te rejoindre cette nuit, dit Gardner, sur un ton qui n'avait rien d'interrogateur. »« Oui, répondit Bobby, mais d'abord il faut que je les amène ici pour qu'ils voient la trappe. Ils ont aussi beaucoup attendu ce jour, Garde. »« Oh, je n'en doute pas, répondit-il. »« Qu'est-ce que tu veux dire, Garde ?» demanda Bobby en se retournant pour le scruter du regard. « Oh, rien du tout. » Leurs yeux se croisèrent. Gardner la sentait très clairement penser maintenant. Elle travaillait sur son cerveau, tentait d'y pénétrer, et il eut à nouveau la sensation que ce qu'il savait en secret, et les doutes qu'il éprouvait en secret, tournaient et retournaient dans son cerveau comme une dangereuse pierre précieuse. Il pensa délibérément. « Sors de ma tête, Bobby, tu n'y es pas la bienvenue. » Bobby se tassa sur elle-même, comme si elle venait de recevoir une gifle, mais il vit également un nuage de honte sur son visage, comme si Garde l'avait surprise en train de regarder par un trou de serrure.
Il lui restait donc quelques traces d'humanité, et c'était réconfortant. Fais-les venir si tu veux, dit Garde. Mais quand on ouvrira, Bobby, il n'y aura que toi et moi. Nous avons déterré cette saloperie, et nous y entrerons les premiers, d'accord? Oui, répondit-elle, nous y entrerons les premiers, nous deux, ni fanfare, ni majorette. Ni police de Dallas, ajouta Garde. Elle non plus, dit Bobby, avec un petit sourire en saisissant la corde. Tu veux monter le premier? Oh non, vas-y. On dirait que tu as un emploi du temps de ministre pour les heures qui viennent. C'est vrai, dit Bobby, en s'installant avant de presser un second bouton et de s'élever du sol. Merci encore, Garde. Oh, de rien, dit Gardiner, en levant la tête pour suivre l'ascension de Bobby. Et tu te sentiras mieux quand, ajouta Bobby. Quand tu évolueras, quand tu auras terminé ton évolution. Et Bobby montait, montait et disparaissait. On était le 14 août. Un rapide calcul montra à Gardiner qu'il était avec Bobby depuis 41 jours, presque exactement une de ces périodes de confusion ou de temps aboli dont parle la Bible. Il erra dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Cela lui avait paru plus long. Il avait l'impression que c'était toute sa vie. Bobby et lui avaient à peine touché à la pizza congelée que Gardiner avait fait réchauffer pour leur dîner. « Je crois que j'ai envie d'une bière, dit Bobby en s'approchant du frigo. « Et toi, Garde, tu en veux une ?»« Je vais m'abstenir, merci, répondit-il. Bobby leva les sourcils, mais ne dit rien. Elle prit sa bière, sortit sur le porche, et Gardiner entendit son vieux fauteuil à bascule émettre un craquement satisfait quand elle s'y installa. Au bout d'un moment, il se fit couler un verre d'eau et sortit pour s'asseoir près de Bobby. Ils restèrent là un moment sans se parler, regardant le calme brumeux de ce début de soirée. « Ça fait longtemps, toi et moi, Bobby, dit-il. « Oui, longtemps, répondit-elle. Et c'est une curieuse fin. »« Est-ce que c'est ça ?» demanda Gardiner en se tournant dans son fauteuil pour dévisager Bobby. « La fin ?» Bobby haussa les épaules, elle détourna les yeux. « Oh, tu sais, la fin d'une phase. Ça te plaît mieux comme ça ?»« Si c'est le mot juste, répondit-il, alors ce n'est pas seulement mieux, pas seulement le meilleur mot, mais le seul qui compte. Est-ce que ce n'est pas ce que je t'ai enseigné ?»« Oui, c'est ça, dit Bobby en riant. Lors de ton premier foutu cours, monsieur le professeur d'anglais. » Bobby but une gorgée de bière et regarda de nouveau dans la direction de la vieille route de Derry. Gardiner se dit qu'elle était impatiente de les voir arriver. S'ils avaient tous deux dit tout ce qu'ils avaient à se dire après tant d'années, ils souhaitaient presque n'avoir jamais cédé à l'impulsion qui l'avait fait revenir, quelles qu'aient pu en être les raisons ou l'issue éventuelle. Une conclusion si faible à une relation qui en son temps avait embrassé l'amour, le sexe, l'amitié, les soucis et même la peur, une période de détente tendue qui semblait tout réduire, la douleur, la peine, les efforts, à une simple plaisanterie. « Je t'ai toujours aimé, Garde, dit Bobby d'un ton doux et songeur, sans le regarder. Quoi qu'il arrive maintenant, souviens-toi que je t'aime encore. » Cette fois, elle regarda Gardiner, avec son visage qui semblait une étrange parodie de visage sous le fond de teint. C'était certainement une excentrique sans espoir qui, par hasard, ressemblait un peu à Bobby. « Et j'espère que tu te souviendras que je n'ai jamais demandé à trébucher sur ce foutu machin, ajouta-t-elle. Mon libre arbitre n'y est pour rien, comme l'a sûrement dit un petit futé. Oui, mais tu as choisi de creuser, dit Garde. La voix de Gardiner était aussi douce que celle de Bobby, mais il sentit une nouvelle terreur s'insinuer dans son cœur. Est-ce que cette plaisanterie sur le libre arbitre était une excuse détournée pour son propre meurtre imminent? Oh, arrête, Garde, arrête de te battre contre des ombres. Est-ce que la voiture enterrée au bout de la route d'Onista est une ombre? Répliqua son esprit du tac au tac. Bobby rit doucement. Mon vieux, l'idée que déterrer ou non quelque chose comme ça puisse jamais dépendre d'un libre arbitre, tu pourrais le faire croire à un gosse pendant un débat en classe, mais on est sur le porche, Garde. Tu ne crois pas vraiment que quiconque choisit de faire une chose pareille, n'est-ce pas? Crois-tu que quiconque puisse renoncer à quelque connaissance que ce soit dès qu'il l'a entrevue? J'ai lutté contre l'énergie nucléaire parce que je le croyais, oui, dit lentement Gardiner. La société peut choisir de ne pas mettre en œuvre une idée, dit Bobby en écartant cet exemple d'un revers de la main. En fait, j'en doute, mais pour simplifier le raisonnement, on dira que c'est possible. Mais les gens ordinaires... Non, Garde, je suis désolé. Quand des gens ordinaires voient quelque chose qui émerge du sol, il faut qu'ils creusent. Il faut qu'ils creusent parce que ça pourrait être un trésor. Mais tu n'as jamais pensé une seconde qu'il pourrait y avoir des... Retomber fut le premier mot qui lui vint à l'esprit, mais il se dit que Bobby ne l'aimerait pas. Des conséquences.
Non, pas une seconde, déclara Bobby avec un grand sourire. Mais Peter n'aimait pas ça, dit Garde. Non, Peter n'aimait pas ça, mais ça ne l'a pas tué, Garde. Oh, je n'en doute pas, pensa-t-il. Peter est mort de mort naturelle, ajouta-t-elle. Il était vieux. Cette chose dans les bois est un vaisseau venu d'un autre monde, pas une boîte de Pandore, pas un pommier du paradis. Je n'ai entendu aucune voix venant du ciel qui chantait « Tu ne mangeras pas du vaisseau de la connaissance, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais c'est un vaisseau de la connaissance, non demanda Garde avec un petit sourire. Oui, je suppose, répondit-elle. Bobby regardait de nouveau vers la route, visiblement peu désireuse de poursuivre la conversation sur ce sujet. Quand doivent-ils venir demanda Gardiner. Au lieu de répondre, Bobby montra la route du Menton. La Cadillac de Kyle Archambault arrivait, suivie de la vieille Ford d'Adley McKean. Je crois que je vais rentrer et piquer un petit roupillon, dit Gardiner en se levant. Si tu veux venir jusqu'au vaisseau avec nous, nous en serons ravis, dit Bobby. Oh, toi peut-être, mais eux, demanda-t-il en montrant de son pouce retourné les voitures qui approchaient. Ils croient que je suis fou, et ils ne peuvent pas me blairer parce qu'ils n'arrivent pas à lire mes pensées. Si je dis que tu viens, dit Bobby. Non, non, je crois que je vais m'abstenir, dit Garde en s'étirant. Je ne les aime pas non plus, ils me rendent nerveux. Ah, je suis désolé, dit-elle. On ne te donne pas cette peine. Mais demain, nous deux, Bobby, d'accord? Oui, oui, d'accord, répondit-elle. Salue-les pour moi, dit Garde, et rappelle-leur que je vous ai aidé, plaque de métal dans la tête ou non. Je le ferai, naturellement, je le ferai, dit Bobby. Mais les yeux de Bobby se dérobèrent à nouveau, et Gardiner n'aima pas ça. Il n'aima pas ça du tout. Il pensait qu'ils iraient peut-être d'abord dans le hangar, mais ils n'en firent rien. Ils restèrent dehors un moment à bavarder, Bobby, Frank, Newt, Dick Allison, Hazel et d'autres, et puis ils partirent en rang serré vers les bois. Maintenant, la lumière tournait au pourpre sombre, et ils tenaient presque tous une torche électrique. En les regardant, Garde se dit que ce dernier moment, véritablement passé avec Bobby, était reparti comme il était venu. Il ne lui restait plus à présent qu'à entrer dans le hangar et voir ce qu'il contenait. Il faudrait qu'il prenne une décision, une fois pour toutes. Il se leva et entra à temps pour les voir, de la fenêtre de la cuisine, traverser le jardin exubérant de Bobby. Il les compta rapidement pour s'assurer qu'ils étaient tous là, puis se dirigea vers la cave. Bobby y gardait un trousseau de clés. Il ouvrit la porte et s'arrêta une dernière fois. « Est-ce que tu veux vraiment faire ça ?» Non, non, il ne le voulait pas, mais il avait l'intention de le faire. Et il découvrit que, plus que de la peur, il ressentait une grande solitude. Il n'y avait absolument personne vers qui il pouvait se tourner pour demander de l'aide. Il avait erré dans le désert avec Bobby Anderson pendant 40 jours et 40 nuits, et maintenant il était seul dans le désert. Que Dieu lui vienne en aide. Au diable, se dit-il, comme l'avait prétendument dit un vieux sergent de la Première Guerre mondiale. Allez les gars, vous voulez donc vivre éternellement ? Gardiner descendit l'escalier pour prendre le trousseau de clés de Bobby. Il était là, accroché à son clou, chaque clé portant une étiquette bien propre. L'ennui, c'était que la clé du hangar n'y était pas. Elle avait pourtant été là, il en était tout à fait sûr. Quand donc l'avait-il vue pour la dernière fois ? Garde essaya de s'en souvenir, mais n'y parvint pas. Bobby prendrait-elle des précautions ? Peut-être. Il resta planté dans le nouvel atelier amélioré, la sueur perlant à son front et à ses couilles. Pas de clé. Formidable. Alors, qu'était-il censé faire ? Prendre la hache de Bobby et imiter Jack Nicholson dans Shining ? Il s'y voyait. Smash, scratch, bom ! Voilà, Gardiner ! Sauf qu'il pourrait être difficile de cacher son forfait avant que les pèlerins ne reviennent de leur visite à la trappe sacrée. Il resta planté dans l'atelier de Bobby, sentant le temps filer, se sentant vieux et non amélioré. Combien de temps allait-il rester là-bas ? Aucun moyen de le savoir, aucun. Bon, où les gens mettent-ils des clés ? Toujours en se disant qu'elle ne faisait que prendre des précautions et qu'elle n'essayait pas de les cacher. Une idée lui traversa l'esprit avec une telle force qu'il s'en frappa le front. Ce n'était pas Bobby qui avait pris la clé, et personne n'avait essayé de la cacher. La clé avait disparu quand Bobby était, paraît-il, à l'hôpital de Derry pour se remettre de son insolation. Il en était presque sûr, et ce que sa mémoire ne pouvait lui assurer, sa logique y pourvoyait. Bobby n'était pas allé à l'hôpital. Elle était dans le hangar. Est-ce que l'un des autres avait pris la clé pour s'occuper d'elle quand elle en avait besoin ? Est-ce qu'ils en avaient tous des doubles ?
Pourquoi s'en faire? Personne ne volait plus rien maintenant à Haven. Ils évoluaient. On ne fermait le hangar à clé que pour l'en écarter lui. Alors, il pouvait simplement... Gardiner se souvint de les avoir observés une fois, où ils étaient venus, après le jour où quelque chose était arrivé à Bobby, ce quelque chose qui avait été bien plus grave qu'un simple coup de chaleur. Il ferma les yeux et revit la Cadillac de Kyle. Ils en étaient sortis et Archambault s'était éloigné des autres quelques instants. Tu t'étais redressé sur un coude pour les regarder par la fenêtre, et à y repenser, tu t'étais dit qu'il avait dû passer derrière le hangar pour soulager sa vessie. Mais ce n'était pas ça. Il était passé derrière le hangar pour prendre la clé. Mais oui, c'est ce qu'il avait fait. Il était allé prendre la clé derrière le hangar. Ce n'était pas grand-chose, mais ça suffisait pour qu'il se remette en mouvement. Il grimpa l'escalier de la cave, 4 à 4, et se dirigea vers la porte, puis fit demi-tour. Dans la salle de bain se trouvait une vieille paire de lunettes de soleil Foster Grant au-dessus de la pharmacie. Elle avait trouvé là sa place définitive, comme les objets courants ne le font que chez les célibataires. Ainsi, la boîte de fond de teint qui avait appartenu à la femme de Newt Beringer. Gardiner prit les lunettes, souffla sur les verres pour les débarrasser de l'épaisse couche de poussière qui les recouvrait, les essuya soigneusement, plia les branches et les glissa dans sa poche de poitrine. Il sortit et prit la direction du hangar. Il s'arrêta devant la porte de planche et regarda en direction du sentier qui conduisait aux fouilles. Le crépuscule était suffisamment avancé pour que les bois, au-delà du jardin, ne constituent plus qu'une masse gris-bleu où l'on ne distinguait plus de détails. Il ne perçut aucun rayon vacillant provenant d'une lampe torche. Mais il pourrait revenir, à n'importe quel moment, il pourrait revenir, et te surprendre le doigt jusqu'au coude dans le pot de confiture. Je crois qu'ils vont passer un bon moment là-bas, à l'admirer. Ils ont des torches. Mais tu n'en es pas sûr? Non, pas sûr. Garde reporta son regard sur la porte. Il distinguait la lumière verte aux jointures des planches, et un bruit ténu et désagréable, comme une vieille machine à laver barattant des vêtements sales dans une mousse épaisse. Non, pas seulement une machine à laver, toute une rangée plutôt, pas tout à fait synchronisée. La lumière coordonnait ses pulsations avec les faibles bruits de déglutition. Oh, je ne veux pas entrer là-dedans. Il y avait une odeur. Gardiner reconnut là aussi un relent de savon, fade, avec une touche de rance, du vieux savon, du savon desséché. Mais ce n'est pas une rangée de machines à laver. On dirait que sa vie, ce ne sont pas des machines à écrire télépathiques là-dedans, pas non plus de nouveaux chauffe-eau améliorés. C'est quelque chose de vivant, et je ne veux pas entrer. Mais il allait le faire. Après tout, n'était-il pas revenu de chez les morts juste pour regarder dans le hangar de Bobby et surprendre les Tommy Knockers sur leur drôle de petit banc? Ça, c'est ce qu'il croyait. Garde fit le tour du hangar. Là, à un clou rouillé, sous le rebord du toit, pendait la clé. Il tendit une main tremblante et la prit. Il tenta d'avaler sa salive, mais n'y parvint pas du premier coup. Il avait l'impression qu'on avait tapissé sa gorge de flanelle sèche et surchauffée. Oh, un verre, juste un verre. Je vais retourner à la maison, juste le temps d'en boire un petit, et ensuite je serai prêt. Parfait, un projet formidable. Sauf qu'il n'allait pas le réaliser, et il le savait. L'étape de la bouteille était dépassée, l'étape des aternoiements aussi. Serrant la clé dans sa main humide, Gardiner revint vers la porte, et il se dit « Je ne voudrais pas entrer, je ne sais même pas si je l'ose, parce que j'ai trop peur. » Arrête, que cette étape soit dépassée, elle aussi, ta phase Tommy Knockers. Il guetta à nouveau, espérant presque voir un rayon de lampe torche sortir des bois ou entendre des voix. Tu ne peux rien entendre, puisqu'ils se parlent dans leur tête. Et pas de lumière, pas de mouvement, pas de criquets, pas de chant d'oiseaux. Il n'y avait que le son des machines à laver, le son amplifié de battements de cœur qui auraient fui. Slish, slish, slish. Gardiner regarda les pulsations de la lumière verte qui se frayait un chemin à travers les fentes des planches. Il prit les vieilles lunettes de soleil dans sa poche et les chaussa. Il n'avait pas prié depuis bien longtemps, mais il le fit. Ce ne fut qu'une courte prière, mais une prière tout de même. « Mon Dieu, je t'en supplie, » dit Jim Gardiner à la faible lumière du soir, et il introduisit la clé dans le cadenas. Il s'était attendu à un éclat de musique dans sa tête, mais il n'y en eut pas. Jusqu'à ce moment, il ne s'était pas rendu compte que son estomac était serré, aspiré de l'intérieur, comme celui d'un homme qui s'attend à recevoir une décharge électrique. Il se lécha les lèvres et tourna la clé.
Un petit bruit, à peine audible, par-dessus les bruits d'eau en mouvement du hangar. Clic. Le cadenas s'ouvrit. Gardiner tendit vers lui un bras qui pesait du plomb, le libéra, le referma et le plaça dans sa poche gauche avec la clé toujours engagée dans la serrure. Il avait l'impression de vivre un rêve, et ce n'était pas un bon rêve. L'air qu'on respirait là-dedans devait être correct, enfin, pas vraiment correct, puisque nulle part à Haven on ne respirait plus d'air correct. Mais c'était presque le même qu'à l'extérieur, se disait Garde, parce que le hangar était plein de fissures. S'il existait une pure biosphère Tommy Knocker, elle ne pourrait se concentrer là-dedans, du moins il ne le pensait pas. Il allait tout de même prendre le moins de risques possible. Il emmagasina une grande bouffée d'air, la retint et se dit qu'il fallait qu'il compte ses pas. 3. Tu ne fais pas plus de 3 pas, au cas où, et tu regardes bien autour de toi, très vite. Tu l'espères. Oh oui, je l'espère. Il jeta un dernier regard vers le chemin, ne vit rien, fit face au hangar et ouvrit la porte. La lueur verte, dont les lunettes ne parvenaient pas à filtrer tout l'éclat, l'inonda comme une lumière solaire corrompue. Au début, il ne distingua rien du tout. La lumière était trop vive. Il savait qu'elle avait été encore plus brillante à d'autres occasions, mais il n'en avait jamais été aussi proche. Proche, Seigneur, il était dedans. Si on avait tenté de le trouver depuis la porte, on aurait à peine pu le voir. Il plissa les yeux pour atténuer la fulgurante lumière verte et glissa d'un pas, d'un autre, puis d'un troisième. Il avait tendu les bras devant lui comme un aveugle, ce qu'il était, merde, même ses lunettes le prouvaient. Le bruit était plus fort. Slish, 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 à gauche. Il se tourna dans cette direction, mais n'avança pas plus loin, de peur de ce qu'il risquait de toucher. Ses yeux commençaient maintenant à s'habituer. Il distingua des formes sombres dans le verre. Un banc, mais pas de Tommy Knockers dessus. On l'avait simplement repoussé contre le mur pour laisser la voie libre et... Mon Dieu, c'est une machine à laver? C'en est vraiment une? C'en était bien une vieille, avec le rouleau d'essorage au-dessus, mais ce n'était pas elle qui produisait ce son étrange. On l'avait aussi repoussée contre un mur. On était en train de la modifier. Quelqu'un y travaillait dans la meilleure tradition Tommy Knocker, mais elle ne fonctionnait pas. À côté se trouvait un aspirateur Electrolux, un ancien modèle traîneau qui se déplaçait tout près du sol comme un basset mécanique, une tronçonneuse montée sur roue, des tas de détecteurs de fumée achetés chez Radio Shack, la plupart dans leur boîte d'origine, un certain nombre de barils de kérosène sur roue eux aussi, avec des tuyaux qui en pendaient et des trucs comme des bras. Des bras, naturellement, des bras, ce sont des robots, de foutus robots en cours de fabrication, et aucun ne ressemble vraiment à la colombe de la paix, n'est-ce pas, Garde? Et toujours slish, slish, slish. Plus à gauche, là se trouvait la source de la lumière. Garde s'entendit émettre un drôle de son sifflant. L'air qu'il avait retenu s'échappait doucement de ses poumons, comme d'un ballon percé, et toute force quittait ses jambes. Il tendit les bras en aveugle, et une de ses mains trouva le banc où il ne s'assit pas, il y tomba. Il était incapable de détacher les yeux du fond du hangar, à gauche, où Eve Hillman, Ann Anderson et Peter, le bon vieux Beagle de Bobby, avaient en quelque sorte été suspendus à des piquets dans des vieilles cabines de douche en acier galvanisé dont on avait retiré les portes. Ils étaient suspendus là, comme des bœufs écorchés à des crochettes bouchées, mais ils étaient vivants. Garde le su, d'une certaine façon, ils étaient encore en vie. Une grosse corde noire, qui ressemblait à une ligne à haute tension ou un très gros câble coaxial, sortait du centre du front d'Ann Anderson. Le même genre de câble était branché dans l'œil droit du vieil homme, et tout le sommet du crâne du chien avait été retiré. Des dizaines de câbles semblables sortaient du cerveau dénudé et frémissant de Peter. Les yeux de Peter, sans aucun signe de cataracte, se tournèrent vers Garde. Il gémit. « Seigneur, mon Dieu, non, mon Dieu !» Il tenta de se lever de son banc, mais n'y arriva pas. Il vit qu'on avait aussi retiré quelques portions de la boîte crânienne du vieil homme et d'Anne. Bien que privées de porte, les cabines de douche étaient néanmoins pleines d'un liquide transparent, retenu par le même procédé qui enfermait le petit soleil dans le chauffe-eau de Bobby, se dit Gardiner. S'il tentait de pénétrer dans l'une de ces cabines, il sentirait une résistance élastique, très élastique, mais imperméable. « Tu veux rentrer ? Moi je pense qu'à sortir !» Puis son esprit revint à son idée précédente. « Seigneur, oh mon Dieu, regarde-les !»
Non, je ne veux pas les regarder. Non. Mais il n'arrivait pas à en détacher les yeux. Le liquide était transparent, mais vert émeraude. Il bougeait, ce qui produisait ce son grave, épais et savonneux. Malgré sa transparence, le liquide devait être vraiment très gluant, se dit Gardner. Il devait avoir la consistance d'un détergent liquide. Mais comment peuvent-ils respirer là-dedans? Comment peuvent-ils être en vie? Peut-être ne le sont-ils plus? Ce n'est peut-être qu'à cause du mouvement du liquide qu'on croit qu'ils le sont. Ce n'est peut-être qu'une illusion. Je vous en supplie, Seigneur, faites que ce soit une illusion. Mais Peter, tu l'as entendu gémir? Non, c'était aussi une illusion, rien de plus. Il est suspendu à un crochet dans une cabine de douche pleine de l'équivalent interstellaire d'un liquide à vaisselle. Il ne pourrait gémir là-dedans, il n'en sortirait que des bulles de savon. La peur te fait divaguer, c'est tout. Ce n'est qu'une petite visite du roi de la trouille. Sauf que ce n'était pas de la peur, mais il le savait. Tout comme il savait que ce n'était pas avec ses oreilles qu'il avait entendu Peter gémir. Ce gémissement douloureux et impuissant était venu du même endroit que les éclats de radio, du centre de son cerveau. Anne Anderson ouvrit les yeux. « Fais-moi sortir d'ici !» hurla-t-elle. « Fais-moi sortir d'ici, je la laisserai tranquille. Je ne sens rien, sauf quand ils me font mal. Mal !» Gardner essaya à nouveau de se lever. Il avait à peine conscience de produire un son. Il se dit que le son qu'il produisait était probablement très proche de celui d'une marmotte sur laquelle passe une voiture. Le liquide verdâtre et mouvant donnait au visage de Surette une couleur cadavérique de fantôme nébuleux. Le bleu de ses yeux s'était décoloré, sa langue flottait comme une algue marine charnue, ses doigts, fripés et amaigris, dérivaient. « Je ne sens rien, sauf quand ils font mal !» gémissait Anne, et il ne pouvait arrêter le son de sa voix. Il ne pouvait enfoncer ses doigts dans ses oreilles pour ne plus l'entendre, parce que la voix venait de l'intérieur de sa tête. Slish, slish, slish. Les tubes de cuivre qui entraient au sommet des cabines de douche les faisaient ressembler au croisement comique d'une chambre de réanimation de Buck Rogers et de l'alambic clandestin de Lee Abner. La fourrure de Peter était tombée par plaques, ses pattes arrière semblaient effondrées sur elles-mêmes et se mouvaient dans le liquide en longs battements paresseux, comme s'il s'enfuyait en rêve. « Quand ils font mal !» Le vieil homme ouvrit son œil unique. « Le gamin !» Cette pensée était parfaitement claire, incontestable. Gardner se surprit à y réagir. « Mais quel gamin ?» La réponse fut immédiate, étonnante un instant, puis indiscutable. « David Brown !» L'œil regardait Gardner, saphir d'un bleu persistant, avec des reflets émeraude. « Sauvez le gamin !» Le gamin, David Brown, est-ce qu'il avait une part à tout ça, ce garçon qui l'avait recherché pendant tant de journées épuisantes de chaleur? Naturellement. Indirectement, peut-être, mais tout de même. Mais où est-il? Songea Gardner à l'intention du vieil homme qui flottait dans sa solution vert pâle. Sich, sich, sich. Altaïr 4, répondit faiblement le vieil homme. David est sur Altaïr 4. Sauvez-le, et ensuite tuez-nous. C'est horrible, vraiment horrible. On ne peut même pas mourir. Nous avons essayé, nous avons tous essayé. Même Garce, elle. C'est l'enfer. Utilisez leur foutu transformateur pour sauver David. Et ensuite, débranchez les prises, coupez les fils, brûlez cet endroit. Vous m'entendez? Pour la troisième fois, Gardner essaya de se lever et retomba sur le banc, comme s'il n'avait pas d'os. Il s'aperçut que de gros câbles électriques jonchaient le sol, et cela lui rappela vaguement le groupe de rock qu'il avait pris en stop sur l'autoroute quand il revenait du New Hampshire. Il s'en étonna, puis comprit pourquoi. Le sol ressemblait à une scène, juste avant qu'un groupe de rock commence à jouer, ou à un studio de télévision dans une grande ville. Les câbles ondulaient jusqu'à une énorme caisse pleine de circuits imprimés et de piles raccordés les uns aux autres. Il chercha un transformateur et n'en trouva pas. Il se dit alors « Naturellement, idiot, les piles donnent déjà du courant continu. » Des magnétophones à cassette avaient été reliés à un assemblage hétéroclite d'ordinateurs domestiques, des Atari, des Apple, des Commodore. Et un mot clignotait sur le seul écran allumé. Programme. Derrière les ordinateurs modifiés se trouvaient des plaques de circuits imprimés, des centaines de plaques. L'ensemble émettait un ronron somnolent, un son qui évoqua pour garde « Utilisez le transformateur », celui d'un gros appareillage électrique. Un flot de lumière verte sortait de la caisse et des ordinateurs, placés sans ordre apparent à côté d'elle.
Mais cette lumière n'était pas constante, son intensité obéissait à un cycle. On ne pouvait ignorer la relation entre les pulsations de la lumière et les bruits du liquide sortant des cabines de douche. C'est le centre, se dit Garde, avec la faible excitation d'un invalide. C'est l'annexe du vaisseau. Ils viennent dans le hangar pour utiliser ce fourbi. C'est tout ça, le transformateur, et ils en tirent leur énergie. Utilisez le transformateur pour sauver David. Et pourquoi ne pas me demander de piloter l'avion du président des États-Unis, tant que vous y êtes? Demandez-moi quelque chose de facile, grand-père. Si je pouvais le faire revenir d'où il est en récitant un peu de Mark Twain, ou même d'Edgar Poe, je pourrais essayer. Mais ce truc, on dirait une boutique d'électronique dévastée par une explosion. Pourtant, ce gamin, quel âge a-t-il? 4 ans, 5 ans? Et bon Dieu, où l'avait-il mis? Le ciel, dans son infinité, constituait sans aucun doute la seule limite. Sauvez le gamin! Utilisez le transformateur! Il n'avait naturellement pas même le temps d'admirer en détail tout ce bordel. Les autres allaient revenir. Pourtant, il fixait l'écran éclairé du regard intense d'un homme hypnotisé. Programme. Et si je tapais Altaïr 4 sur le clavier, se demanda-t-il, avant de constater qu'il n'y avait pas de clavier. Au même instant, les lettres changèrent sur l'écran. Altaïr 4, pouvait-on lire maintenant. Non, cria son cerveau, comme s'il semblait coupable d'une effraction. Non, Seigneur, non. Et les lettres s'inscrivirent. Non, Seigneur, non. Transpirant, Gardner se dit Efface, efface. Les mots efface, efface apparurent. Les lettres clignotèrent imperturbablement. Gardner les contempla fixement, horrifié, puis il lut Programme. Il fit un effort pour dissimuler ses pensées et tenta à nouveau de se mettre sur ses pieds. Cette fois, il y réussit. D'autres fils sortaient du transformateur. Ils étaient plus fins. Il y en avait, il les compta, oui, il y en avait 8, et au bout, des écouteurs. Des écouteurs, Freeman Moss, le dompteur menant des éléphants mécaniques. Ici, il y avait beaucoup d'écouteurs. Curieusement, cela lui rappela le laboratoire de langue au lycée. Est-ce qu'ils apprennent une langue étrangère ici? Oui, non, ils apprennent à évoluer. La machine leur apprend à évoluer. Mais où sont les piles? J'en vois aucune. Il devrait y en avoir 10 ou 12 grosses dans ce truc. Juste une charge d'entretien à l'intérieur. Il devrait... Stupéfait, il leva à nouveau les yeux vers les cabines de douche. Il regarda les câbles coaxiaux sortant du front de la femme, de l'œil du vieil homme. Il regarda les pattes de Peter, qui exécutait ses grands pas de rêve, et se demanda comment Bobby avait pu se mettre des poils de chien sur sa robe. Est-ce qu'elle avait exécuté sur la cabine de Peter l'équivalent d'une vidange interstellaire? Est-ce qu'elle avait été étreinte par une simple émotion humaine? De l'amour, des remords, de la culpabilité? Est-ce qu'elle avait serré son chien dans ses bras avant de remplir à nouveau la cabine de liquide? Non, ce sont eux, les piles. Des Delco et des piles organiques, pourrait-on dire. Ils les pompent. Ils sucent leur énergie comme des vampires. Une nouvelle émotion s'insinua dans sa peur, sa stupéfaction, sa répulsion, la fureur. Gardner en fut heureux. « Ils font mal, mal !» La voix d'Anne s'interrompit d'un coup. Le ronronnement monotone du transformateur changea de registre. Le cycle se fit plus grave. La lumière sortant de la caisse s'atténua un peu. Il se dit que Sorette avait dû perdre conscience, ce qui avait diminué la production totale de la machine d'un nombre n de... De quoi? De volts? D'ampères? Qui aurait pu le dire? « Mets fin à tout ça, mon garçon! Sauve mon petit-fils! Et puis, mets-y fin !» Pendant un instant, la voix du vieil homme emplit la tête de Gardner, la voix parfaitement claire d'un esprit parfaitement lucide, puis elle se tut. L'œil du vieil homme se referma. La lumière verte de la machine pâlit encore. « Ils se sont réveillés quand je suis entré, » se dit Gardner fiévreusement. La colère lui martelait, lui burinait encore le cerveau. Il cracha une dent sans presque s'en rendre compte. Même Peter s'était un peu réveillé. Maintenant, ils sont retournés à l'état dans lequel ils étaient avant. Mais dormaient-ils? Non, ils ne dormaient pas. C'était un état différent, un état de mise en réserve de l'organisme. Les piles rêvent-elles de moutons électriques? Se demanda-t-il, et il émit un rire heurté. Il s'éloigna à reculons du transformateur. Qu'est-ce qu'il transforme exactement? Comment et pourquoi? Il s'éloigna des cabines de douche, des câbles. Ses yeux se tournèrent vers la rangée d'engins bizarres disposés contre le mur du fond.
Le rouleau d'essorage de la machine à laver était surmonté d'un appendice qui ressemblait à une de ces antennes de télévision en forme de boomerang que l'on voit parfois sur le coffre arrière des grosses limousines. Derrière la machine à laver, à gauche, Garde aperçut une vieille machine à coudre à pédales, munie d'un entonnoir de verre monté sur sa roue d'entraînement, des bidons de kérosène d'où sortaient des tuyaux et des bras d'acier. Un couteau de boucher était fixé à l'extrémité d'un de ses bras. « Seigneur, qu'est-ce que c'est que tout ça? À quoi c'est censé servir ?» Et une voix murmura. « Peut-être est-ce pour se protéger, Garde, au cas où la police de Dallas arriverait trop tôt. C'est la grande braderie annuelle de l'arsenal Tommy Knocker. Vieille machine à laver équipée d'une antenne radar en cellular, nouveaux aspirateurs Electrolux améliorés, tronçonneuse anti-personnel sur roue, il n'y a qu'à demander. » Il sentit que sa raison chancelait. Ses yeux étaient inexorablement attirés vers Peter, Peter dont on avait pelé le crâne, Peter et son faisceau de fil branché dans ce qui restait de sa tête. Son cerveau avait l'air d'un rôti de veau blanchâtre hérissé de sondes de température. Peter et ses pattes courant en rêve dans le liquide, ses pattes fuyant en rêve. « Bobby, se dit-il, désespéré et furieux, comment as-tu pu faire ça à Peter, Seigneur ? Anne et le vieil Hillman étaient horribles à voir, mais Peter était pire en quelque sorte. Il était le juron couronnant une obscénité. Peter et ses pattes qui couraient toujours, comme s'ils fuyaient en rêve. Ce sont des piles vivantes. » Il heurta quelque chose en reculant. Cela rendit un bruit mat et métallique. Il se retourna et vit une autre cabine de douche, aux parois latérales semées de petites fleurs de rouille. On avait aussi enlevé sa porte et percé des trous à l'arrière pour faire passer des fils électriques. Pour l'instant, ils pendaient, inutiles, mais déjà munis de grosses prises à leur extrémité. « C'est pour toi, Garde !» cria son cerveau. « Ces prises sont pour toi, comme la bière dans la publicité. Ils vont retirer l'arrière de ta boîte crânienne, peut-être aussi tes centres moteurs pour que tu ne puisses plus bouger, et puis ils vont percer des trous pour brancher cette machine qui aspirera ton énergie. Ces prises sont pour toi, quoi que tu fasses. Elles sont toutes prêtes, elles t'attendent. Oh, c'est gentil tout plein. » Il attrapa ses pensées qui s'enroulaient en une spirale hystérique et leur imposa son contrôle. Non, cette cabine n'avait pas été conçue pour lui, du moins pas à l'origine. Elle avait déjà été utilisée. Il subsistait une légère odeur, fade et savonneuse, et des traînées de saloperies séchées sur les parois intérieures. Dernière trace de ce liquide vert et visqueux. On dirait la semence du magicien d'Oz, se dit-il. Est-ce que tu veux dire que Bobby a mis sa sœur à flotter dans un grand réservoir de sperme ? Un curieux ricanement lui échappa. Il porta le dos de sa main contre sa bouche et pressa fort pour contenir cette espèce de hoquet. Il baissa les yeux et vit une paire de chaussures à côté de la cabine de douche. Il en ramassa une, maculée de traces de sang séché. Les chaussures de Bobby, sa seule paire de bonnes chaussures, les chaussures du dimanche. Elle les portait en partant pour les funérailles de cette dame. L'autre chaussure aussi était tachée de sang. Garde regarda derrière la cabine de douche et y trouva les restes des vêtements que Bobby portait ce jour-là. Et du sang, beaucoup de sang. Il ne voulait pas toucher le chemisier jeté sur la jolie jupe anthracite de Bobby, mais en dessous, il ne distinguait que trop bien une forme. Il pinça le tissu aussi délicatement qu'il put entre l'ongle du pouce et celui de l'index. Sous le chemisier se trouvait un revolver, le plus gros et le plus antique que Gardner ait jamais vu, en dehors d'un livre sur l'histoire des armes de poing. Au bout d'un moment, il prit le revolver et fit basculer le barillet. Il y restait 4 balles, 2 avaient été tirées. Gardner aurait parié que l'une d'entre elles avait atteint Bobby. Il mit le barillet en place et glissa l'arme dans sa ceinture. Immédiatement, une voix s'éleva dans son cerveau. « T'as tiré sur ta femme, hein ? Tu t'es mis dans de beaux draps. » Oh, aucune importance. Le revolver pourrait lui servir. Mais quand ils verront qu'il n'est plus là, c'est toi qu'ils viendront chercher, Garde. Je croyais que tu l'avais déjà compris. Non, c'était un aspect de la question dont ils pensaient qu'ils n'avaient pas à se soucier. Ils auraient remarqué une modification des mots sur l'écran de l'ordinateur, mais personne n'avait touché à ses vêtements depuis que Bobby les avait retirés, ou depuis qu'il les lui avait enlevés, ce qui était plus probable. Quand ils entrent ici, ils doivent être trop excités pour se préoccuper du rangement, se dit-il, et c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de mouche. Il toucha à nouveau le revolver. Cette fois, la voix dans sa tête resta silencieuse. Elle avait peut-être décidé qu'ici, il n'y avait pas d'épouse dont il faille se soucier. « Si tu dois abattre Bobby, est-ce que tu en seras capable ?» se demanda-t-il.
Il ne pouvait répondre à cette question. Slish, slish, slish. Depuis combien de temps Bobby et ses amis étaient-ils partis? Il ne le savait pas, il n'en avait pas la moindre idée. Ici, le temps ne signifiait plus rien. Le vieil homme avait raison, c'est l'enfer. Et est-ce que Peter réagissait toujours aux caresses de son étrange maîtresse quand elle arrivait? Gardner sentait son estomac au bord de la révolte. Il fallait qu'il sorte tout de suite. Il avait l'impression d'être un personnage de conte de fées, la femme de barbe bleue dans la chambre secrète, Jacques fouillant dans le gros tas d'or du géant. Il était sur le point de trouver ce qu'il cherchait, mais comme gelé sur place, il tenait devant lui le chemisier de Bobby maculé de sang. Non, pas comme, il était gelé. Mais où est Bobby? Elle a eu une insolation? Ouais, drôle d'insolation. Qui avait imbibé son chemisier de sang? Gardner avait gardé un intérêt morbide, maladif, pour les armes et les dommages qu'elles peuvent infliger au corps humain. Si Bobby avait été atteinte en pleine poitrine par une balle du gros revolver glissé maintenant dans sa ceinture, il était sûr qu'elle n'aurait pas dû y survivre. Même si on l'avait emmenée immédiatement dans un service hospitalier spécialisé dans le traitement en urgence des blessures par balle, non, elle serait probablement morte. Ah, ils m'ont amené ici quand j'étais en morceaux, mais les Tommy Knockers m'ont très bien raccommodé. Oh non, pas pour lui. La vieille cabine de douche n'était pas pour lui. Gardner avait l'impression qu'on l'écarterait du chemin d'une façon plus définitive. Cette cabine de douche avait servi pour Bobby. Il l'avait amenée ici, et quoi? Pour la raccorder aux piles, naturellement. Pas à Anne, puisqu'elle n'était pas encore là, mais à Peter et à Hillman. Il laissa tomber le chemisier, puis se força à le ramasser et à le reposer sur la jupe. Il ne savait pas ce qu'ils pouvaient bien percevoir du monde réel quand ils entraient dans le hangar. Sans doute pas grand-chose, mais il ne voulait pas courir de risques inutiles. Il regarda les trous au dos de la cabine, les fils qui en pendaient et les prises à leur extrémité. La lumière verte avait à nouveau augmenté d'intensité et son cycle s'accélérait. Il se retourna. Anne avait rouvert les yeux. Ses cheveux courts flottaient autour de sa tête. Il percevait encore cette haine infinie dans ses yeux, mêlée cette fois d'horreur et d'une étrangeté croissante. Maintenant, elle émettait des bulles. Elle s'échappait mollement de sa bouche dans le liquide épais. Une pensée explosa à grand fracas dans la tête de garde. Elle criait, et il s'enfuit. La véritable terreur est de toutes les émotions la plus débilitante physiquement. Elle sape les glandes endocrines, rejette dans le sang des drogues organiques qui font se contracter les muscles, accélèrent le cœur, épuisent l'esprit. Jim Gardner sortit en titubant du hangar de Bobby Anderson, les jambes en coton, les yeux exorbités, la bouche stupidement béante, la langue pendant sur un côté comme un morceau de chair morte, les intestins brûlants et distendus, l'estomac noué par une crampe. Il lui était difficile de repousser les images puissantes et crues qui bégayaient dans son cerveau comme un néon qui va flancher. Ses corps suspendus à des crochets comme des insectes empalés sur des épingles par des enfants cruels et oisifs. Peter agitant indéfiniment ses pattes, le chemisier sanglant percé d'une balle, les prises, la vieille machine à laver surmontée de son antenne boomerang, et la plus forte de ces images, l'épais et bref chapelet de bulles montant de la bouche d'Anne Anderson tandis qu'elle criait dans le cerveau de garde. Il entra dans la maison, se précipita à la salle de bain et s'agenouilla devant la cuvette des toilettes. Mais il ne pouvait vomir. Il voulait vomir. Il pensa à des hot-dogs grouillants de verre, à des pizzas moisies, à de la limonade rose avec des cheveux flottants à la surface. Il finit par s'enfoncer 2 doigts dans la gorge, ce qui déclencha quand même un haut-le-cœur, mais rien de plus. Il ne pouvait s'en débarrasser aussi facilement. « Mais si je n'y arrive pas, je vais devenir fou !»« Parfait, deviens fou s'il le faut. Mais d'abord, fais ce que tu as à faire. Ressaisis-toi le temps nécessaire. Et au fait, garde, est-ce que tu as encore des questions à poser sur ce que tu dois faire ?» Oh non, il n'en avait plus. Les pattes mouvantes de Peter l'avaient convaincu. Le chapelet de bulles l'avait convaincu. Il se demandait comment il avait pu hésiter si longtemps à affronter une puissance qui, à l'évidence, corrompait tout, noircissait tout. « Mais c'est parce que tu étais fou, se répondit-il à lui-même. Il hocha la tête. C'était ça. Il n'avait pas besoin de davantage d'explications. Il avait été fou, et pas seulement ce dernier mois. Il s'était réveillé bien tard, oui, bien tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et ce bruit, slish, slish, slish. Et l'odeur, une fade odeur de viande, une odeur que son esprit, insistant, associait avec du veau cru se mortifiant lentement dans du lait.
Son estomac réagit. Un renvoi acide et brûlant envahit sa gorge. Gardner gémit. L'idée, cette lueur, lui revint, et il s'y accrocha. Il serait peut-être possible soit de tout étouffer dans l'œuf, soit du moins d'en contrôler le développement pendant très très longtemps. Peut-être. Il faut que tu laisses le monde se damner à sa façon, garde, qu'on soit à 2 minutes de minuit ou non. Il songea à Ted, l'homme de l'énergie, aux folles organisations militaires qui s'échangeaient des armes de plus en plus sophistiquées, et à cette partie de son cerveau irrité, primitive, obsessionnelle, qui tentait de hurler une dernière fois à la raison. « Oh ta gueule !» lui dit Gardner. Il gagna la chambre d'amis et retira sa chemise. En regardant par la fenêtre, il vit des étincelles de lumière sortant des bois. La nuit était sombre, ils revenaient. Ils allaient entrer dans le hangar et peut-être s'offrir une petite séance, une réunion de cerveaux autour des cabines de douche, une fraternisation à la lueur douillette de cerveaux violets. « Amusez-vous bien, se dit Gardner. Il plaça le 45 sous son matelas, au pied du lit, puis déboucla sa ceinture. C'est peut-être la dernière fois, alors... Il regarda son pantalon. Un arc de métal sortait de la poche. Le cadenas, naturellement. Le cadenas de la porte du hangar. Pendant un moment, qui probablement lui sembla beaucoup plus long qu'il ne le fut effectivement, Gardner resta incapable de bouger. Cette sensation de terreur irréelle, de terreur de conte de fées, se réintroduisit dans son cœur fatigué. En regardant ces lumières progresser inéluctablement le long du chemin, il se trouvait réduit à l'état de spectateur horrifié. Bientôt, ils atteindraient le jardin frappé de gigantisme, ils le traverseraient en diagonale, ils passeraient par la porte de la cour, ils atteindraient le hangar. Ils verraient que le verrou manquait, puis ils viendraient dans la maison, et soit ils tueraient Jim Gardner, soit ils enverraient ces atomes désincarnés sur Altaïr 4, où qu'Altaïr 4 puisse se trouver. Sa première pensée cohérente fut un simple hurlement de panique au plus fort de sa voix. « Cours, va-t'en de là !» Sa seconde pensée fut un retour tremblant à la surface de sa raison. « Dissimule tes pensées. Il n'a jamais été plus indispensable de les dissimuler. » Il était planté là, torse nu, son jean déboutonné, la braguette ouverte, godaillant autour de ses hanches, et le regard fixé sur le cadenas dans sa poche. « File là-bas, immédiatement, et remets-le en place, tout de suite !»« Non, pas le temps, Seigneur, je n'ai pas le temps, ils sont dans le jardin. »« Peut-être. Peut-être qu'il y a juste le temps, si tu cesses de jouer à pile ou face et que tu te remues. » Il sortit de sa paralysie par un énorme effort de volonté, extirpa de sa poche le cadenas, toujours muni de sa clé, et courut aussi vite qu'il le put, tout en remontant la fermeture à glissière de sa braguette. Il se glissa par la porte de derrière, s'arrêta juste le temps de voir les 2 dernières lampes torches s'introduire dans le jardin et disparaître, et courut jusqu'au hangar. Faiblement, vaguement, il entendait leurs voix dans son esprit, des voix pleines de crainte, d'émerveillement, de jubilation. Il se ferma à elles. Un éventail de lumière verte s'épanouissait depuis la porte restée entr'ouverte. « Bon Dieu, garde, comment as-tu pu être aussi stupide ?» rageait son esprit. Mais il connaissait la réponse. On n'avait pas de mal à oublier des choses aussi terre-à-terre que de fermer une porte quand on avait vu des gens suspendus à des crochets, des câbles coaxiaux sortant de leur tête. Il les entendait maintenant dans le jardin. Il entendait le frottement des épis de maïs géants et inutiles. Alors qu'il tâtait le moraillon, il se souvint qu'il avait fermé le cadenas avant de le glisser dans sa poche. Sa main sursauta à cette pensée, à tel point qu'il fit tomber ce foutu truc. Il tâta le sol, il le cherchait mais ne voyait rien. Mais si, il était là, juste à côté du triangle palpitant de lumière verte. Le cadenas était là, oui, mais il ne portait plus sa clé. Elle s'était échappée quand le cadenas avait heurté le sol. « Oh mon Dieu !» sanglota le cerveau de garde. Son corps était maintenant couvert de sueur, ses cheveux pendaient dans ses yeux. Il se dit qu'il devait dégager une odeur de vieux singe galeux. Le frottement des feuilles de maïs s'amplifiait. Quelqu'un rit doucement, mais la proximité de ce rire causa un choc à Garde. Dans quelques secondes, il sortirait du jardin, et Garde sentait ces secondes lui marteler la tête. Il s'agenouilla, ramassa le cadenas et balaya le sol de sa main pour trouver la clé. « Saloperie, où es-tu ? Saloperie, où es-tu » Même maintenant, malgré la panique, il avait tendu un écran autour de ses pensées. Est-ce que ça marchait ? Il ne le savait pas. Et s'il n'arrivait pas à trouver la clé, cela n'aurait plus beaucoup d'importance. « Saloperie, où est-ce que t'es ?» Il entrevit la lueur terne d'un objet argenté près de l'endroit où sa main caressait le sol.
La clé était tombée beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait cru. Ce n'était que par chance qu'il l'avait vue, comme Bobby lorsqu'elle avait trébuché sur le petit rebord de métal émergeant du sol 2 mois plus tôt. Gardner saisit la clé et sauta sur ses pieds. Le côté de la maison le cacherait à leur vue quelques instants encore, mais il ne pouvait compter sur beaucoup plus. Le moindre faux mouvement le condamnerait, et il ne disposait peut-être même plus d'assez de temps pour accomplir chacune des banales petites opérations nécessaires au cadenassage correct d'une porte. Le destin du monde dépend maintenant du fait qu'un homme pourra ou non cadenasser une porte du premier coup, songea-t-il comme dans un brouillard. La vie moderne est un tel défi. Pendant un moment, il crut qu'il n'arriverait même pas à introduire la clé dans le cadenas. Elle tapotait tout autour du trou sans jamais y pénétrer, prisonnière des mains tremblantes de Gardner. Puis, quand il crut que tout était perdu, elle entra. Il la tourna, le cadenas s'ouvrit. Il ferma la porte, engagea l'arceau du cadenas dans le moraillon et le referma. Il retira la clé et la serra dans sa main trempée de sueur. Il contourna le hangar comme une goutte d'huile glissant sur une vitre. À ce moment précis, les hommes et les femmes qui étaient allés voir le vaisseau pénétrèrent dans la cour en file indienne. Gardner leva le bras pour accrocher la clé au clou où il l'avait trouvée. Pendant un instant cauchemardesque, il crut qu'il allait à nouveau la faire tomber et qu'il devrait à nouveau la chercher dans les herbes folles. Quand il l'eut accrochée au clou, il laissa échapper son souffle en un soupir tremblotant. Il aurait voulu ne pas bouger, rester là, comme gelé, mais il décida qu'il valait mieux ne pas courir ce risque. Après tout, il ne savait pas si Bobby avait sa clé. Il continua de glisser le long du hangar. Sa cheville heurta le manche d'une herse qu'on avait laissée rouiller dans les mauvaises herbes, et il dut serrer les dents pour ne pas crier de douleur. Il contourna le coin du bâtiment. Il se trouvait maintenant derrière le hangar. Le bruit savonneux était incroyablement fort. « Je suis juste derrière ces bons dieux de douche, se dit-il. Ils flottent à quelques centimètres de moi, juste quelques centimètres. » Des herbes que l'on foule, un tout petit frottement de métal. Gardner eut à la fois envie de rire et de pousser un cri strident. Il n'avait pas la clé de Bobby. Quelqu'un venait de contourner le hangar et de prendre la clé que Gardner n'avait raccrochée que quelques secondes plus tôt. C'était probablement Bobby elle-même. « Elle gardait là encore la chaleur de ma main, Bobby. As-tu remarqué ?» Il resta derrière le hangar, serré contre la cloison de bois brut, les bras légèrement écartés, les épaules appliquées contre les planches. « Hein ? As-tu remarqué ? Et est-ce que tu m'entends ? Est-ce que l'un de vous m'entend ? Est-ce que quelqu'un, Allison ou Archambault ou Beringer, va soudain passer sa tête au coin du hangar et crier « Coucou, garde, je t'ai vu. Est-ce que mon bouclier me protège encore ?» Il ne bougea pas et attendit qu'ils viennent se saisir de lui. Mais personne ne vint. Par une nuit d'été ordinaire, il n'aurait probablement pas pu entendre le cliquetis du cadenas quand ils ouvrirent la porte. Le bruit métallique aurait été masqué par le puissant cri-cri-cri des criquets, mais maintenant il n'y avait plus de criquets. Il les entendit ôter le cadenas de la porte, il entendit les charnières grincer quand ils ouvrirent, il entendit les charnières grincer quand ils la refermèrent. Ils étaient à l'intérieur. Presque instantanément, les pulsations de lumière filtrant entre les planches s'accélérèrent et gagnèrent en intensité, et son cerveau fut déchiré par un cri d'agonie. « Mal, ça fait mal !» Il s'éloigna du hangar et rentra dans la maison. Il resta un long moment allongé, sans dormir, attendant qu'il ressorte, attendant de voir s'il avait été démasqué. « D'accord, je peux essayer d'interrompre l'évolution, se dit-il, mais ça ne marchera pas à moins que j'entre vraiment dans le vaisseau. Et est-ce que je peux le faire ?» Ça non plus, il ne le savait pas. Bobby semblait ne pas s'inquiéter, mais Bobby et les autres étaient différents maintenant. Mais lui aussi évoluait. Les dents qu'il perdait le prouvaient, comme sa capacité à entendre les pensées des autres. Il avait modifié les mots sur l'écran de l'ordinateur juste en les pensant, mais inutile de se leurrer, il était loin derrière dans la compétition. Si Bobby survivait à leur entrée dans le vaisseau et que son vieux copain garde tombait mort, est-ce qu'aucun d'eux, même Bobby, verserait la moindre larme ? Il en doutait. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent tous, y compris Bobby. Ils ne te souhaitent que d'entrer dans le vaisseau et de tomber, que ton cerveau explose en une énorme harmonie radiophonique. Ça épargnerait à Bobby la douleur morale d'avoir à se débarrasser de toi elle-même. Meurtre sans larmes. Il ne doutait plus qu'ils eussent l'intention de se débarrasser de lui, mais il se disait que peut-être Bobby, l'ancienne Bobby, le laisserait vivre assez longtemps pour qu'il voie l'intérieur de cette chose étrange dont l'extraction leur avait demandé tant de travail. Cela lui semblait bien.
La fin n'avait pas d'importance. Si Bobby prévoyait un meurtre, Garde n'avait pas de réel moyen de défense. Il fallait qu'il entre dans le vaisseau. S'il ne le faisait pas, son idée, aussi folle et invraisemblable qu'elle fût, n'avait aucune chance de marcher. Non, il faut que tu essayes, Garde. Il avait eu l'intention d'essayer dès qu'il serait à l'intérieur, et ce serait probablement le lendemain matin. Maintenant, il se disait que peut-être il devrait tenter un peu plus la chance. S'il appliquait son plan original à la lettre, il se dit qu'il n'aurait aucun moyen de faire quoi que ce soit pour ce petit garçon. Il fallait qu'il fasse passer l'enfant d'abord. Mais garde, il est probablement mort de toute façon. Peut-être. Mais le vieil homme ne le pensait pas. Le vieil homme pensait qu'il y avait encore un petit garçon à sauver. Un gosse, ça ne compte pas face à tout ça, et tu le sais. Haven est comme un grand réacteur nucléaire qui va entrer dans le rouge. Le cœur est en fusion, si je peux me permettre cette métaphore. C'était logique, mais d'une logique de croupier. En dernière analyse, c'était même plutôt la logique d'un tueur, la logique de Ted, l'homme de l'énergie. Si Garde voulait jouer le jeu de cette façon, pourquoi même tenterait-il quoi que ce soit? Ou bien l'enfant est important, ou rien ne l'est plus. Et peut-être que de cette façon, il pourrait même sauver Bobby, mais il n'y croyait pas. Il pensait que Bobby était allé trop loin pour qu'on puisse la sauver, mais il pouvait essayer. Rien ne joue en ta faveur, mon vieux garde. Non, bien sûr, l'horloge n'est qu'à 1 minute de minuit, et on en est à compter les secondes. C'est sur cette pensée qu'il s'enfonça dans l'oubli du sommeil. L'oubli fut suivi de cauchemars où il flottait dans un bain vert transparent, transpercé de câbles coaxiaux. Il essayait de crier, mais il n'y parvenait pas, parce que les câbles sortaient de sa bouche.